Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Alors un point lecture qui sera aussi recommandation de lecture d'automne. En fait, j'aurais voulu vous faire des vidéos recommandations un peu par thématique. Sauf que j'ai énormément de retard sur mes points de lecture. Donc je me suis dit que j'allais faire thématique tout en vous donnant mon avis sur les dernières lectures que j'ai faites. Il y en a en plus, ce sont des sorties éditoriales assez récentes. Donc ça vous permettra d'avoir mon avis dessus, tout en sachant que bien sûr c'est mon avis à moi, que vous n'allez pas forcément avoir le même, mais au moins vous aurez déjà une petite idée de ce que moi j'en ai pensé. Et du coup, je vous propose de commencer avec les lectures plutôt cosy. La toute première lecture dont je vais vous parler, et par contre n'est pas une lecture récente puisque je l'ai faite l'année dernière, c'est Les filles de Witch Hazel House de Nora Leck et Céline Chevet. Donc il est sorti aux éditions Naos. Bon, je n'arrive plus à retrouver mon exemplaire. Voilà. C'est une grande histoire. Moi et le rangement des livres. Alors ils sont pas abîmés ni rien, hein, mais voilà, il faudrait que je les reclasse. Bref, je ne l'ai pas retrouvée. Mais je tenais à remettre cette lecture parce que pour moi, elle est vraiment dans des vibes très très cosy, de cosy fantasy. On va suivre une jeune fille qui a quitté son école. Alors apparemment, ça s'est très très mal passé pour elle. Elle a été victime notamment de harcèlement parce qu'elle a des tocs. Par exemple, elle a besoin d'allumer et d'éteindre plusieurs fois de suite la lampe de chevet avant de s'endormir. Et elle intègre une école assez prestigieuse qui sera tournée notamment autour de la littérature. Donc elle arrive dans ce vieux bâtiment voilà, qui donne une petite ambiance un peu dark academia, un peu gothique. Il y a seulement 3 autres élèves en dehors d'elle-même. De 3 élèves qui ont chacune bien leur caractère, leur personnalité. Donc je pense que ça peut être lu aussi par des gens, par des jeunes lecteurs, hein, sans problème. Enfin jeunes lecteurs, des ados quand même. Mais voilà, ça peut être lu par les plus grands et par des ados. Et ça se passe très très bien, elle est tout à fait acceptée. Alors, il y a cette petite ambiance cosy où effectivement elles sont dans un vieux bâtiment, elles révisent des œuvres de littérature et elles se font des petits thés, tout ça. Enfin, il y a vraiment une ambiance que j'adore vraiment. Elles ont une prof de littérature qui vient exprès leur donner des cours. Il y a quelqu'un qui garde ce vieux château, donc qui vit dans une maison à côté du château, qui est elle-même étudiante, puis elle se lie très vite d'amitié, voilà, on les voit dans le village, tout ça, enfin, c'est vraiment, voilà, il y a ce côté, voilà, tea time un petit peu, voilà, en mangeant une petite pâtisserie, entre amis, c'est vraiment très sympa. Et puis un soir, l'une d'entre elles décide de faire une séance de Ouija, hein, enfin de Ouija, je crois qu'on le dit en fait. Vous voyez, ces fameuses planches où on peut parler aux esprits, et évidemment, ça ne va pas tourner comme il faut. Alors, moi j'ai trouvé que voilà, le fantastique était quand même. Bon, il est présent, mais j'ai pas trouvé que c'était horrifique. Alors, j'avais quand même lu une personne sur Instagram qui avait quand même eu un petit peu peur avec cette séance et avec ce que ça réveille. Bon, c'est vrai qu'on a des degrés un petit peu différents par rapport à ce qu'on supporte. Bon, je pense qu'ici, quand même, on est des lecteurs pas mal de SFFF, donc je pense pas que ça va vous effrayer. Évidemment, elle réveille un esprit qui n'a pas l'air du tout bienfaisant, et elles vont commencer à enquêter pour savoir ce que veut exactement cet esprit. Donc moi, j'ai vraiment adoré pour cette ambiance. Bon, j'adore la plume de Nora Leck, déjà, il faut le savoir. Si vous ne le saviez pas encore, maintenant vous le savez. Et franchement, c'est bonbon, ce livre, c'est vraiment super agréable. Cette ambiance witchy, cette ambiance cosy fantasy. D'habitude, j'aime bien les cosy fantasy quand elles se passent dans un monde imaginaire et qui n'a pas de rapport avec notre époque. Là, c'est pas le cas du tout. Mais franchement, c'est un petit coup de cœur. Si j'avais le temps, franchement, je me dis que ce serait une lecture que j'aimerais refaire là en ce moment, au coin du feu. Bon, aujourd'hui, il fait beau, donc ça va, mais c'est une lecture que j'aimerais vraiment refaire. Petit disclaimer, vous entendez peut-être des bruits de fond. En fait, mes voisins sont en train de faire couper leur haie. Et donc ça résonne évidemment. Et puis il y en a une partie de leur haie qui morde un peu sur notre descente de sous-sol. Donc je sais que quand je suis sortie rechercher ma poubelle et prendre le courrier, ils étaient en train de couper dans la descente de sous-sol. Bon, c'est très gentil à eux hein, de le faire, hein,
Même si vous allez me dire, oui, c'est à eux de le faire, puisque ce sont leurs et, mais quand même, c'est très sympa de le faire. Mais du coup, il y aura peut-être ce petit bruit de fond. Voilà, donc j'ai passé à la deuxième lecture. Alors, elle est un petit peu moins cosy quand même que la première, plus adulte. C'est La malédiction de Waterdon de Maria Lewski aux éditions Château d'Âme, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Alors, les éditions Château d'Âme, il faut savoir qu'il y a toujours pas mal de place laissée à la romance dans leurs livres. Donc tout le monde ne s'y retrouvera peut-être pas. Voilà, je sais qu'il y a eu des retours. Apparemment, il y a eu des retours mitigés. Moi, j'ai vu que de bons retours. Sauf un qui est un peu plus mitigé. J'ai vu de bons retours, mais il faut savoir qu'il y a une partie romance qui est quand même très présente. Mais je vous mets là parce qu'on est dans des vibes à la Charmed, la série Charmed. C'est vraiment ça. On suit les trois sœurs qui sont ici. Donc l'aînée, c'est Margaret qui est brune, Allison, la cadette qui est rousse, et Sky, la blondinette qui est la Benjamin. Et on voit au début leur grand-mère en fait et elle dit j'espère qu'elles ne m'en voudront pas, pardon, en pensant à ces petites filles. Et celles-ci apparemment se sont disputées, n'ont plus de lien les unes avec les autres, ne discutent plus ensemble. Alors apparemment c'est arrivé notamment suite au divorce de leurs parents, puis leur père qui les a complètement abandonnés, leur mère qui est décédée. Et là, maintenant, c'est leur grand-mère qui est décédée. Donc, elles sont obligées de revenir dans la ville de Waterdon où leur grand-mère possédait un manoir. Voilà, donc on a vraiment ces vibes-là. C'est un petit peu tendu entre les trois sœurs quand elles se revoient. Alors, Sky, elle fait des études en... je ne sais plus quoi. Allison, ça doit être en art. Margaret, elle tient une librairie. Donc, ça a été un de mes personnages préférés parce que voilà, c'est quelqu'un de calme, de pondéré, de discret, qui aime les lieux calmes, qui aime donc les bibliothèques, qui a sa propre librairie. Enfin, voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Et puis, elles arrivent dans le village de Waterdon. Elles sentent bien que... pardon. Elles sentent bien qu'elles ne sont pas tout à fait les bienvenues, qu'on les regarde... de travers et que l'accueil est assez froid, donc elles vont dans le manoir. Et puis en même temps, elles reçoivent, alors là c'est très rapide, elles reçoivent une invitation de la famille Graham qui leur propose de venir à un bal qu'ils organisent. Alors là, c'est le conte de fées là, parce qu'en fait, donc elles sont invitées dans le château de la famille Graham. Alors elles se demandent d'ailleurs, parce qu'elles retrouvent un médaillon appartenant à leur grand-mère qui parle d'un certain Liam Graham, donc elles se demandent si c'est la même famille. Bien sûr, ce sera la même famille, hein, vous vous en doutez un petit peu. Et puis, non, c'est Liam G, c'est pas marqué son nom de famille, mais bon, c'est la même famille, c'est bien Graham. Et voilà, et donc elles vont chez la couturière du coin pour se faire des robes, sauf qu'arrivées là-bas, les Graham ont tout prévu, elles ont déjà leurs robes et tout. Alors, je ne sais pas comment ils ont eu leur mensuration, mais voilà, c'est un petit peu le conte de fées. Il y a un chauffeur qui vient les chercher avec limousine, tout ça. Donc il y a ce côté un petit peu conte de fées. Il y aura effectivement des débuts de romance. Alors, les Graham sont constitués de deux frères et une sœur, Alistair et Lewis, qui est l'aîné des frères, et la sœur Victoria. Donc on sent tout de suite qu'il y a quelque chose, notamment entre Allison et Lewis, oui je dis bien. Et entre Sky et Alistair, c'est un petit peu plus je t'aime moi non plus, le jeu du chat et de la souris. Et je pense, et je ne sais pas s'il y aura qu'une amitié ou quelque chose de plus entre Victoria et Margaret, mais je pense, en tout cas là pour l'instant, c'est voilà, c'est juste le début. Victoria qui est le personnage de la famille Graham, que j'ai aussi le plus apprécié parce que c'est pareil, c'est quelqu'un de pondéré, c'est quelqu'un qui aime les endroits calmes, les bibliothèques, tout ça. Donc ça, voilà, ces deux personnages-là m'ont vraiment beaucoup plu. Et donc elles se rendent dans le château des Graham, elles font la connaissance chacune à leur tour de cette fratrie. Et elles découvrent aussi que leurs deux familles sont liées, notamment liées par une malédiction. Alors je vous donne peut-être pas trop la teneur de la malédiction quand même pour que vous ayez la surprise. Mais elles vont se retrouver il y a un jeune ado qui disparaît, donc elles vont se retrouver à chercher qui est cet ado. On va voir aussi qu'elle commence à avoir quelques pouvoirs qui pointent, en tout cas des moments d'intuition, des flashbacks aussi, quand elle touche certains objets. Elle retourne aussi en arrière, mais des siècles en arrière. Elle découvre qu'elles sont issues d'une lignée de femmes qui seraient peut-être des sorcières. Voilà, vraiment, ce côté-là, ça fait vraiment penser à Charme, plus le côté romance. Alors, si vous n'aimez pas la romance, voilà, moi j'aime bien quand c'est... J'en lirai pas tout le temps. Château d'Âme, j'aime bien leur ligne éditoriale, hein, sinon j'aurais pas postulé et je n'aurais pas repostulé cette année pour être partenaire. Bon, je sais pas si je vais être reprise parce que c'est vrai que mon compte il est plutôt dans le côté
high fantasy, truc sombre, horreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai apprécié moi cette année de partenariat. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça me fait des lectures aussi un petit peu plus douces. Là, j'en avais besoin, ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Je l'ai dévoré en 2 soirées, en fait. Enfin, en 2 nuits, 2 soirées. Ça m'a fait énormément de bien. C'était très agréable. Encore une fois, ça ne plaira pas à tout le monde parce que les choses arrivent très très vite. Bon, après, il y a ce petit côté enquête qui est sympa. Mais oui, il y a ce côté aussi, on porte des belles robes. Voilà. Mais si vous avez aimé la série de Charme, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, puisqu'on sort de la période, pour ça que j'aurais voulu vous faire ces vidéos avant, puisqu'on sort de la période d'Halloween, voilà, je voudrais vous présenter une duologie qui parle de sorcières. Alors, cette duologie, c'est tout simplement Night of the Witch et sa suite The Fate of Magic, qui est donc une duologie. Il y a 2 tomes, c'est très bien. Ça évite de avoir une fois de plus des sagas à rallonge. On aime aussi de temps en temps des one-shots et des duologies qui nous permettent de finir des sagas. Alors, ce sont de très beaux objets livres. Alors, c'est de Sarah Rasch et Bess Revis. Alors, comme l'action se passe dans l'actuelle Allemagne, je pensais qu'elles étaient allemandes, hein. Surtout Sarah Rasch, ça fait un peu nom allemand. Non, elles sont américaines. Alors, je pense que Sarah Rasch, par exemple, elle doit avoir des racines allemandes parce qu'elle parlait de pâtisserie allemande, que je connais absolument pas, alors que j'ai de la famille en Allemagne, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et on est encore une fois dans des ambiances witchy, mais vraiment là, on va parler de sorcellerie. Alors, je voulais quand même vous montrer le livre. Celui-ci, je l'avais acheté. Il y avait la version brochée. Bon, autant vous dire que moi, j'ai craqué sur la version collector. Ça vient de chez Nathan. Nathan qui se sont mis aussi au collector, qui ont de superbes livres. Voilà, vous êtes vraiment dans des ambiances aussi très witchy. Ici, j'adore. Vous avez la triple lune, vous avez l'arbre de vie. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et celui-ci, il est plus dans des tons. Encore une fois, vous retrouvez l'arbre de vie. Alors, non, il y a une importance, il y a un arbre qui a une très grande importance. On le retrouve ici sur le Jaspage. J'adore, franchement, j'adore. J'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait dessus. Alors là, on est dans du young adulte, hein. Donc même s'il y a des côtés assez sombres, ça reste du young adulte, donc ça va très vite par moment au niveau de l'action. C'est vrai que le second tome, je me dis mais comment ils vont finir? Est-ce qu'ils vont réussir à résoudre tous les problèmes? Oui, ça fonctionne, voilà, c'est du young adulte, il faut l'accepter aussi. Donc celui-ci, je l'avais acheté, celui-ci, je l'ai reçu en service de presse. Alors j'avoue, j'étais étonnée qu'il me l'envoie en... Je remercie Nathan d'ailleurs parce qu'il me l'a envoyé dans la version reliée et pas dans la version brochée. Donc merci à eux parce que clairement, je pensais pas avoir la version reliée et il est vraiment très très beau. Alors, je pense que la version brochée doit être à moins de 20 € quand même. Là, évidemment, on est sur des prix un petit peu plus chers. Bon, là, je l'avais trouvé d'occasion, celui-ci, donc c'était impeccable. Voilà, donc on est au XVIe siècle. Nous sommes dans l'actuelle Allemagne. Alors, c'est vrai que il y a une partie qui fait vraiment historique, une petite partie qui fait historique, puisqu'il y avait vraiment une chasse aux sorcières en Allemagne et dans toute l'Europe à cette époque-là. Voilà. Et là, nous avons ce qu'on appelle des Hexenjäger, je ne sais pas si je prononce bien, qui sont des soldats qui n'existent que pour arrêter des sorciers et des sorcières, ensuite les interroger et les condamner au bûcher. Donc dans cette partie, ils sont à Trèves, qui est une ville d'Allemagne, je ne connaissais pas trop, mais j'ai un de mes loulous qui va faire un petit séjour à Trèves d'ailleurs, là, donc c'est rigolo. Heureusement, on ne pratique plus la chasse aux sorciers, aux sorcières. Alors, non pas que mes enfants soient des sorciers, mais bon, quand même, on préfère, voilà, c'est moins dangereux. Donc, pour en revenir à mes moutons et à mes sorciers et sorcières, donc nous sommes dans la ville de Trèves. Et donc, ces Hexenjäger sont dirigés par Dieter, voilà, c'est Dieter. Il y a aussi un archevêque complètement pour cette chasse aux sorcières. Au bout d'un moment, dans la lecture, on se rend compte en fait que les sorcières, pour eux, et sorciers n'existent pas. Ce sont des gens qu'ils arrêtent sur dénonciation, comme c'est réellement arrivé dans l'histoire de l'Europe. Voilà, des gens qui sont par jalousie ou parce qu'une femme a refusé de se marier avec tel homme. Voilà, ils sont dénoncés. On donne de l'argent à l'église et puis hop, on embarque ces pauvres gens innocents
dans des prisons. Il existe aussi des quartiers très pauvres où on a exilé tous les juifs notamment. Donc, voilà. Donc ça, on est dans un côté assez réaliste à ce niveau-là. Après, on va partir dans quelque chose de voilà, complètement imaginaire, surtout encore plus dans le tome 2. Et on va suivre Fritzi. Alors son vrai nom c'est Friederike, non c'est Friederike, donc surnommée Fritzi. Donc elle, pour le coup, elle et son clan sont de véritables sorcières. Et on assiste au tout début du roman à la mise à mort de son clan, de tous ceux qu'elle aime, de sa famille. Elle est la seule à en réchapper, si ce n'est sa cousine Liselle qui doit avoir 10 ou 12 ans, qui est emmenée à Trèves et elle décide d'aller à Trèves pour libérer sa cousine. On sent qu'il y a quelque chose d'autre. Elle se sent très coupable. Alors on se dit, est-ce qu'elle a fait quelque chose? On ne sait pas trop, mais elle a un gros sentiment de culpabilité. Dans le même temps, alors on va suivre en fait les points de vue de Fritzi et de Otto. Parfois, on aura aussi une ou deux pages sur Dieter qui commande les Hexenjäger, qui est un personnage détestable au possible. Et Otto fait partie de ces Hexenjäger. Alors lui, il n'a pas participé au massacre de ce clan. Par contre, il est presque le bras droit de Dieter. Il va voir un moment tous les sorciers et sorcières qui sont prisonniers donc dans les sous-sols de Trèves. Alors, ils sont en plus mis dans une prison où il y a très peu de place. Donc, vous imaginez les odeurs, les maladies, pas d'hygiène, très peu à manger, à boire. Et tous ces gens sont condamnés au bûcher. Voilà. Dieter rêve de ce bûcher pour remercier Otto, qui a été un très, très bon soldat. C'est lui qui allumera le bûcher. Et Otto l'a fait quelque chose d'horrible. C'est-à-dire qu'il décide d'aller arrêter une femme qu'il suspecte de sorcellerie. Ce n'est pas n'importe quelle femme, il s'agit de sa propre sœur. Et là, on se dit, quand même, dans le résumé, on nous parlait de peut-être un rapprochement entre Fritzi et un soldat. On se dit, oula, attends. Et en fait, voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais disons que les personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être. Alors, Fritzi qui porte un gros sentiment de culpabilité, Otto qui cache bien son jeu, et Dieter qui est absolument détestable, mais qui cache aussi lui très bien son jeu. Voilà. Et on va se rendre compte aussi de certaines relations qui existent entre les différents personnages auxquels on ne s'attend pas trop, qui sont quand même des petits plot twists qui arrivent comme ça. Voilà, donc on va surtout suivre Otto et Fritzi. Alors ils vont... Elle espère aussi pouvoir se rendre ensuite à ce qu'ils appellent la source, qui est un endroit caché, alors près de Baden-Baden, dans la forêt noire, où il ne vivent que des sorciers et des sorcières, et où existe un arbre qui conserve la magie. Mais en même temps, Fritzi, elle va aussi, elle entend des voix. Alors, chaque sorcier ou sorcière a une spécialité. Sa cousine, par exemple, elle manipule le feu. Elle, Fritzi, c'est une sorcière verte, donc les plantes. On se rend compte que c'est quand même une magie assez puissante. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la magie sauvage, qui est très dangereuse, qui ne doit surtout pas être utilisée, puisque vous devenez un sorcier, une sorcière complètement incontrôlable. Donc tout ça, évidemment, va être développé tout au long du roman, et les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Et c'était vraiment prenant. Alors ça se lit très bien, c'est du young adulte. C'est vraiment intéressant, il y a quelques plot twists. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui est parfois quand même assez sombre, hein, puisqu'on voit ces gens qui sont prisonniers condamnés au bûcher. On voit ces pauvres enfants orphelins voilà, qui sont dans le quartier juif, voilà, et repoussés de tout le monde. Il y a des passages quand même assez durs, mais c'était vraiment, vraiment très bien. Et le tome 2 s'est lu tout aussi bien, donc il continue directement, c'est la suite directe du tome 1, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'ellipse temporelle ni rien, on continue. Alors je ne vais pas trop vous en dire parce qu'évidemment ça vous spoilerait le tome 1, mais j'ai beaucoup aimé voilà, les relations entre les personnages, en savoir davantage sur la magie sauvage, en savoir davantage sur le peuple de la source, sur l'arbre aussi qui contient toute la magie. C'était bien fait, ça se termine pas trop mal. C'est vrai que ça pose pas mal de questions au niveau du pouvoir, c'est-à-dire quand on a du pouvoir et notamment de la magie, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, comme dirait l'autre, un grand pouvoir voilà, engendre de grandes responsabilités. Bon, on est encore un peu dans ce trope-là. Voilà. Et puis, disons que cette magie,
voilà, il y a des mystères autour de la magie et autour de la façon dont les sorciers et les sorcières s'en servent, comment elles pourraient être utilisées. Donc c'était intéressant et vraiment, oui, ça pose des questions autour du, effectivement, du pouvoir, de la foi aussi. Et on voit apparaître, puisque les sorciers et sorcières de ces clans honorent trois déesses. Alors vous avez la plus jeune, une femme d'âge moyen et une déesse plus aveugle, plus vieille, elle n'est pas aveugle du tout, plus vieille, et chacune elles ont leur spécialité, si je puis dire. Elles représentent quelque chose. On les voit aussi apparaître dans les deux tomes, surtout dans le tome 2. Voilà, ce sont des déesses, mais malgré tout pas des êtres infaillibles. Elles ont aussi leurs faiblesses, elles n'arrivent pas non plus à tout contrôler. Elles commettent des erreurs, voilà, et elles ne sont pas totalement non plus, je pense, indestructibles. Donc c'était intéressant aussi de voir ces déesses. Il y a un côté païen, qui est paganisme, qui est très mis en avant, avec voilà, qui fait penser au paganisme, même de maintenant, hein, parce qu'il y a des gens qui retournent vers le paganisme. Voilà, notamment avec les plantes, comment se servir des plantes, avec ces trois déesses qui représentent les trois phases de la lune. Voilà, donc c'est très sympa de retrouver cette petite partie païenne et paganisme aussi dans ces deux romans. Donc voilà, j'en termine ici pour la partie, comment dire, la partie sorcière. Et puis maintenant, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la dark fantasy. Alors, je vais commencer avec le tome 2 de The Witcher d'Andrzej Sapkowski, que les éditions Bragelonne sont en train de rééditer dans ce superbe format que j'adore. Donc là, c'est le livre 2. J'espère que vous avez fait sur YouTube le livre 1. Je suis en train de me poser la question. Bon, c'est pas grave, vous aurez le livre 2. Bon, après, les deux premiers volumes sont des recueils de nouvelles, hein, donc c'est pas trop gênant. Il est vraiment très beau. Alors j'ai posé la question à Bragelonne parce que là, ils ont sorti très rapidement ces tomes 1 et 2 dans cette version. Ils existent en poche aussi, hein, si vous voulez vous les procurer en poche. Je crois qu'ils sont tous sortis en poche de toute façon. Parce que là, ils ressortent le tome 3 en édition anniversaire à 50 €. Mais ils m'ont répondu, donc ils vont bien continuer sous ce format-là, et les tomes 3 et 4 vont sortir en 2026 notamment. Donc je pense que je continuerai la collection. Alors ils ont changé leur système maintenant de partenariat, Bragelonne, c'est-à-dire que vous n'êtes plus partenaire à l'année, mais il faut demander, quand un livre vous intéresse, voilà, il faut leur envoyer un message. Si vous voulez un petit peu plus de précision, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ou sinon d'aller sur leur compte Instagram où tout est expliqué. Voilà, donc, évidemment je ferai des demandes, mais en tout cas si je ne les ai pas, je pense que je vais quand même continuer dans cette collection-là parce que j'aime beaucoup, et j'ai enfin découvert The Witcher grâce aussi à ces nouvelles éditions, parce que je n'ai jamais joué, je n'avais jamais lu, je n'ai pas Netflix, donc je n'ai jamais vu la série non plus, même si Henry Cavill, il y a longtemps que je le suis comme acteur, donc je vois bien à quoi il ressemble. C'est vrai qu'en lisant The Witcher tome 1 et 2, je voyais Henry Cavill aussi en lisant c'est fou, en n'ayant pas vu la série. Mais bon, je vous dis, Henry Cavill, c'est un acteur que je suis depuis longtemps, et je trouve qu'il dépote quand même en sorceleur. Quand je vois des images ou des extraits, ouais, clairement, bon, c'est dommage que ce soit plus lit. C'est vrai que le nouveau a pas l'air d'avoir autant de charisme. Bon, après, j'ai pas vu les séries, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai qu'il a pas l'air d'avoir autant de charisme. Donc je reviens, donc nous sommes ici sur le tome 2 qui est aussi un recueil de nouvelles. Le tome 1 aussi. Alors le tome 1, il y avait un fil conducteur, et puis on suit Geralt de Rive. Voilà, donc c'est un sorceleur. Alors on apprend voilà, au fil de ces deux tomes, au cas où je vous en aurais pas parlé, j'en profite en même temps pour vous en parler. On le suit, on voit comment il est devenu sorceleur, on sait un petit peu comment ça se passe pour devenir sorceleur, surtout dans celui-ci. C'est très dur, hein, parce que tous les enfants qui sont comment dire, formés pour devenir sorceleur ne le deviennent pas. Beaucoup meurent parce que l'enseignement est très dur. Il y a une épreuve à passer qui a l'air assez horrible quand même. D'ailleurs, ça a des conséquences sur le corps de ces sorceleurs. Je ne sais pas s'il y a des femmes par contre sorceleurs. Mais voilà, il y a évidemment il y a des conséquences sur leur corps. Et puis, Geralt de Rive, dans ce tome 2, se décrit lui-même comme un mutant. Il n'est plus complètement humain. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup plus fort, il guérit beaucoup plus vite, il manipule la magie. C'est un guerrier surpuissant. Mais voilà, il se décrit lui-même comme un, pardon, comme un mutant, et comme quelqu'un qui n'est plus capable d'avoir de sentiments.
Bon, on se rend compte bien sûr que c'est faux, parce que sinon ce serait pas très intéressant, mais on se rend compte que non, notamment par Yennefer qui est ici. Donc, je pense que si vous connaissez un petit peu voilà, l'univers de The Witcher, vous connaissez Yennefer, qui est une magicienne très puissante, qui a aussi beaucoup de secrets. Et on la voit beaucoup, alors on la voit dans le premier volume, on voit leur rencontre. Dans ce second volume, on voit leur retrouvailles. Alors on sait qu'ils ont eu une histoire ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais posé la question, mais je voulais savoir si dans la série, Yennefer et Geralt ont déjà un passif, ou si on les voit petit à petit tomber amoureux l'un de l'autre, ou s'il y a un passif qui existe déjà entre eux, puisque c'est le cas dans ce livre. Voilà, ils ont déjà eu une histoire ensemble, et apparemment leur histoire d'amour semble impossible. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Bon, après, c'est compliqué, un sorceleur, une magicienne. Elle a aussi son caractère, elle a aussi ses blessures. Mais ça semble assez impossible. Mais lui, on sent que oui, c'est la femme de sa vie, quoi. Et même quand elle n'est pas dans la nouvelle, elle est toujours présente en pensée, au moins. On suit aussi le personnage de Jasquier, qui est un personnage qui revient souvent, qui est un troubadour, alors qui apporte une note un peu d'humour et de légèreté. Alors il y a des moments poétiques aussi, mais enfin lui, ce qui l'intéresse aussi, c'est d'être payé, c'est de pouvoir boire un coup et rencontrer de jolies filles, mais quand même, il fait des œuvres, voilà, notamment il suit le sorceleur pour pouvoir écrire après des odes, écrire pardon, des contes. Et voilà, donc ça apporte un petit peu de légèreté, ce personnage. Et puis on sent, voilà, on est dans un monde qui a été colonisé par les humains. Donc toutes les créatures ont été un peu renvoyées loin des terres colonisées. Certaines, notamment les elfes ou les dryades, sont allées se réfugier dans les forêts. Donc il y a ce petit côté assez marquant, parce qu'il y a ce côté effectivement, on colonise et les autochtones, on les balance au loin. Voilà, même si ce sont des êtres qui ont des pouvoirs, on sent qu'ils n'ont pas forcément réussi à avoir la dragée haute par rapport aux humains. Il y a toute une nouvelle qui parle des... Je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroule très très vite. Il y a toute une nouvelle qui parle des dryades. Donc elles se sont réfugiées dans la forêt, mais elles sont en guerre ouverte contre les humains. C'est très tendu avec les humains. Ils sont sur des paix assez précaires, d'autant qu'il y a plusieurs royaumes autour de cette forêt qui appartient aux dryades. Il y a certains rois qui voudraient s'emparer de cette forêt, parce qu'il y aurait des minerais voilà, dans le sol de cette forêt. Et on sent les dryades, voilà, dès qu'il y a des humains qui essaient de traverser un peu leur forêt, même des enfants, elles les tuent. En même temps, on comprend aussi, puisqu'on les a un peu chassés de leur terre. D'ailleurs, on sent, moi j'ai eu l'impression que le sorceleur, par moments, ne savait pas trop bien où se fixer, parce qu'il est engagé, son rôle c'est ça, c'est d'être engagé par des humains, d'être payé pour combattre et mettre fin au jour de créatures qui attaquent les humains. Et on sent que parfois, je pense qu'il se dit, mais ouais, mais en fait, cette créature, elle n'a rien demandé, c'est les humains qui sont venus l'embêter, et maintenant, il faut que je la tue, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des créatures qui sont horribles, hein, dedans. Il y a des descriptions de certaines créatures qui sont assez, même dans le premier tome, qui sont quand même assez rudes, et qui attaquent aussi les humains sans vraiment raison valable. Mais on sent qu'il est un petit peu le cul assis entre deux chaises, si je peux dire. Parce que oui, certaines créatures n'ont rien demandé, et puis lui, il n'est plus tout à fait humain. Il faut savoir que les sorceleurs sont très très mal vus par les êtres humains qui en ont peur, parce que ce ne sont plus tout à fait des êtres vivants, parce qu'ils se font payer, parce qu'ils combattent des créatures. C'est très sympa, hein. Ils les débarrassent de créatures qui les menacent, mais ils n'ont aucune reconnaissance. Donc on a peur des sorceleurs. Donc vraiment, c'est un chemin assez solitaire qu'emprunte Geralt de Rive. Voilà, donc c'était vraiment intéressant. Voilà, je trouve qu'il y a toujours... Alors par moments, il y a des nouvelles qui font référence à d'autres nouvelles qui sont avant. La dernière nouvelle, par exemple, elle fait référence à des événements qui ont eu lieu avant dans une autre nouvelle. Il y a une temporalité des fois un peu... Voilà, qui n'est pas toujours très simple à suivre, puisqu'on va aussi, dans ce second tome, voir apparaître un personnage phare aussi de la série The Witcher, qui est Ciri, donc qui est censé être l'enfant élu. Alors, on ne sait pas trop exactement quel va être son rôle, quelle est la prophétie qui l'entoure. Il y a beaucoup de choses autour de Ciri. Je pense que dans la série aussi sur Netflix, hein, parce que j'en ai entendu parler,
Voilà, apparemment il va y avoir une relation père-enfant qui va se lier entre Geralt et Ciri. Ciri a 10 ans quand il fait sa rencontre, mais lui évidemment il ne veut pas d'enfant avec lui. Hein, parce que bah, vu son métier, c'est complètement impossible. Il la rencontre dans des circonstances un peu spéciales. Il apprend que c'est la petite fille d'une femme, d'une reine qu'il a connue, avec laquelle il a toute une histoire, pas amoureuse, mais avec laquelle il a toute une histoire. Il a une histoire aussi avec les parents de Ciri. Voilà, on s'est beaucoup développé sur le personnage de Geralt. Vous attendez pas à énormément de combats, il n'y en a pas beaucoup. C'est plutôt des réflexions autour de la destinée, de la providence. D'ailleurs, le titre de ce livre 2, c'est l'épée de la providence. Et beaucoup de réflexions, on est beaucoup dans la tête de Geralt, dans ce qu'il vit. Voilà, c'est pas des combats tous azimuts, hein, ne vous attendez pas à ça. Hein, c'est vraiment différent de. C'est vrai que je suis toujours cela en référence, mais d'Anthony Ryan ou John Wynne, où il y a énormément de combats. Là, il n'y en a pas. Oui, il combat des monstres. Oui, il y a des scènes de bataille, mais quand même, c'est pas l'intérêt principal du livre, c'est vraiment la condition de sorceleur. Effectivement, ici, on va parler beaucoup de la providence et de la destinée. Est-ce qu'on peut lutter contre la destinée? Est-ce qu'on peut aller contre? Yennefer et Geralt en discutent. Et justement, c'est ce qu'elle dit. Normalement, elle dit on est destiné à ça et ça, toi et moi, mais elle dit il me faut plus. Il me faut plus qu'une simple destinée. Et lui, il reprend un peu cette phrase pour lui aussi, et on se demande ce que c'est que ce plus. Vraiment, il y a toute une réflexion autour de la destinée, parce qu'effectivement, on ne peut pas échapper. Le livre semble dire qu'on ne peut pas échapper à sa destinée, mais en même temps, Geralt et Yennefer refusent aussi cette destinée. Parfois, c'est très douloureux d'ailleurs. Et en même temps, à la fin du livre, on se dit, bah en fait, non, tu peux pas lutter contre ta destinée, mais il y aurait ce quelque chose en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose en plus? Il parle de la mort, parce que, bah, oui, même si les sorceleurs et Yennefer, en tant que magicienne, vivent beaucoup plus longtemps, la mort les attend quand même au bout du chemin. Mais est-ce vraiment la mort? Je me dis, est-ce que ce serait l'amour? Alors, pas forcément l'amour charnel, mais d'autres formes d'amour. Je me suis posé cette question. Ce que serait le petit truc en plus? On sent aussi chez Geralt, comme on dit, c'est quelqu'un qui se retourne jamais. Enfin, qui ne retourne jamais sur son passé, même si de temps en temps, bon, il y pense, mais qui ne veut jamais se retourner sur ce qu'il a fait. Et on sent qu'en fait, il fuit la mort. Alors, pas forcément sa mort à lui, mais la mort des êtres qu'il aime. Il va parler un tout petit peu aussi de sa mère. Voilà, donc on apprend quand même pas mal de choses sur le personnage. Je ne sais pas si dans la série, c'est aussi développé. Voilà, donc on apprend plein de choses. Voilà, et oui, le poids de la destinée et cette petite chose en plus. Bon, oui. À voir la suite, comment ça se développe, parce que là, pour le coup, moi, j'en sais absolument rien de plus, mais j'ai trouvé vraiment cette réflexion très intéressante autour de la destinée, de la providence, de la mort, de l'amour, le fait qu'effectivement on ne peut pas échapper à sa destinée. C'est vrai que la dernière nouvelle, elle montre bien ça, mais qu'effectivement on est peut-être en droit de demander un petit quelque chose en plus. Voilà, à savoir ce que c'est son petit quelque chose. C'est peut-être un choix que vous faites vous-même, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux recueils, donc clairement je continuerai la série The Witcher. Alors je voulais vous parler aussi d'un roman très très sombre qui est Sélénie des Terres Mortes de Philippe Tessier, que j'avais reçu aussi en service de presse de la part des éditions Léa. Alors à la base, c'est un livre qui était en 3 parties, que les éditions Léa ont rassemblé ici. Donc c'est assez dense quand même, hein. Il fait près de 600 pages. Chez Léa, c'est écrit assez petit. Enfin, ça va, hein, c'est lisible. Mais voilà, il y a beaucoup de choses quand même dans ce roman. Donc on suit Sélénie, qui est cette jeune fille. Alors, cette jeune fille, c'est encore une petite fille, mais elle n'est pas loin de rentrer dans l'âge, alors nous on dirait adolescent, mais eux c'est déjà, voilà, on est dans des références assez médiévales, donc dans l'âge d'être une jeune fille en fait, hein. Sélénie n'a pas eu une vie facile. Alors, elle vit dans une cité qui est vraiment très très sombre. C'est vrai qu'en lisant les premières pages, je me suis dit, oh là, j'aime le sombre, mais là je pense que je vais être servie.
C'est vraiment, on se dit, on est dans cette cité, c'est abandonne tout espoir, quoi. Laisse tomber, c'est mort. Voilà, c'est une cité qui est dirigée par le Seigneur Sombre et son bras droit, le maréchal. Voilà, les personnages sont souvent appelés par leur fonction. Ils n'ont pas toujours des prénoms, ils sont appelés par leur fonction. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, le Seigneur Sombre a étendu son pouvoir sur cette cité. Il y a même plus, on ne voit même plus le soleil percer les nuages. De toute façon, le Seigneur Sombre décide de la durée de la nuit et du jour. Donc, s'il a envie de vous faire une nuit qui dure une semaine, il vous fera une nuit qui dure une semaine. C'est vraiment cauchemardesque pour ses habitants. Et puis, il y a tous ceux qui vivent dans les bas-fonds, dans les quartiers les plus pauvres. Donc, évidemment, c'est la misère plus. Et puis, il y a les nobles, sachant que ces nobles sont souvent à moitié démons, à moitié humains, ou alors démons sous forme humaine. Donc il y a très très peu d'espoir, et Sélénie essaie de grandir là-dedans. Donc on sait qu'elle a grandi dans des quartiers plutôt pauvres. Elle a été abandonnée par sa mère. Heureusement pour elle, elle a été recueillie par une dentelière. Alors les dentelières, elles ne vivent pas dans des quartiers super riches, mais comme c'est elles qui font les vêtements des nobles, elles ont quand même un petit train de vie. Et elles ont quand même à manger et à boire. Voilà. Elles ont un toit sur la tête et surtout on ne va pas trop les embêter, hein. Il n'y a pas de descente des soldats du maréchal par exemple, parce qu'elles sont quand même protégées de par leur statut. Et Sélénie a eu la chance d'être recueillie par une de ces dentelières. Voilà. Mais on sent que tout ça est très sombre, et petit à petit Sélénie va découvrir qu'en fait elle est peut-être le seul espoir pour cette cité de retrouver la lumière. Alors on sait que le Seigneur Sombre veut aussi s'emparer des terres qui sont autour de lui, qui pour l'instant sont encore dirigées par des rois humains, mais que son but c'est évidemment de les faire tomber et d'avoir plus de pouvoir et d'étendre les ténèbres sur tout cet univers. Donc dans le tome 1, on va suivre Sélénie, et effectivement on va se rendre compte qu'elle est au cœur voilà, vraiment du roman, que tout va reposer sur cette épaule, parce qu'elle serait la seule à pouvoir ramener la lumière. Elle est la seule lueur d'espoir dans ce roman. C'est vrai que heureusement qu'il y a ça en fait. Il y a Sélénie, ce personnage, et d'autres personnages qui vont se greffer autour d'elle, parce que c'est vrai que c'est très très sombre sinon. Donc une petite lumière va commencer à la suivre. Une créature de l'ombre va l'aider. Elle va rencontrer un jeune homme aussi, qui est à peu près de son âge. Alors je ne sais plus si c'est une souris ou un rat qui est juste là, qui va aussi l'accompagner, l'aider. Voilà, il y a plein de petits personnages comme ça qui ne sont pas forcément humains, mais voilà, qui apportent une touche de lumière dans cet univers qui est vraiment très sombre. Et voilà, donc elle serait peut-être le seul espoir pour cette cité de survivre. En même temps, il y a des personnages, voilà, pareil, qui sont... il y a le corrupteur, je crois, enfin, des personnages très sombres. C'est le corrupteur, je crois, qu'on voit surtout dans le tome 1. Sélénie a toujours réussi à lui échapper, parce que, si je ne me trompe pas, en tout cas, il existe ce personnage très sombre dont le rôle est de trouver des enfants, notamment des enfants qui n'ont plus de parents, donc dans les quartiers les plus pauvres, et il les emmène, on ne sait pas ce qu'il fait avec eux. Voilà, donc vraiment ce côté sombre. Et Sélénie a réussi à lui échapper jusqu'ici. Donc on voit aussi ce personnage. On voit le maréchal et on se dit, il est assez ambigu comme personnage. Il est censé être le bras droit, le bras armé du Seigneur Sombre. Il est un peu ambigu. En même temps, il y a aussi l'Inquisition. Alors l'Inquisition, comme toujours, ce sont des gens pleins d'humanité, hein, voilà. Donc s'ils peuvent torturer, tuer, tout ça, bah, c'est mieux, hein. Ils adorent ça. D'ailleurs, ils se méfient un petit peu du maréchal, parce que je le trouve un petit peu, justement, peut-être un petit peu ambigu. Et alors je dirais le livre 2, Sélénie va parvenir à sortir de cette ville, et puis bah, elle doit partir en quête, encore une fois. On voit aussi les rois humains qui commencent à monter des armées pour lutter contre le Seigneur Sombre, parce que bon, ils commencent à se rendre compte que le but du Seigneur Sombre, c'est voilà, de pervertir leur monde. Et puis on va avoir la figure, alors je ne sais plus si c'est le conteur ou le troubadour, qui est complètement en opposition avec la figure de la conteuse. Alors la conteuse, on en parle un petit peu dans le livre 1, c'est une femme évidemment qui raconte des histoires, c'est un personnage lumineux, et elle, notamment, elle prend sous son aile des enfants, elle soigne aussi.
alors par magie, hein, des gens qui sont envahis par les ténèbres, qui sont parfois plus que des ombres. Voilà, donc elle a une capacité à soigner et elle va se retrouver en but avec, je crois que c'est le troubadour, qui lui, par contre, pervertit toutes les histoires. Et là, on rappelle l'importance, effectivement, des légendes, enfin, de tout ce qui constitue un pays, une cité, c'est-à-dire les légendes, nos héros légendaires, ou héroïnes, les récits légendaires qui sont connus de tous, hein, pas réservés à une élite, mais qui sont connus notamment du peuple et qui permettent à un pays, une cité, d'avoir une certaine solidité, d'être solidaire aussi, d'avoir des valeurs. Voilà, on peut se référer à telle ou telle personne parce que voilà, ce sont des figures emblématiques, des figures solaires. Et lui, il pervertit voilà, tous ces gens, il pervertit les histoires, les contes en les changeant. Sélénie, elle est en train de créer sa légende, en fait, malgré elle, puisqu'on parle d'une jeune fille qui a réussi à échapper au Seigneur Sombre. Sauf que lui, il est en train de complètement transformer ça en essayant de la faire passer pour un personnage très sombre qui n'apporte que catastrophe quand elle arrive quelque part. Et on va voir effectivement cet homme, alors je ne sais plus si c'est le troubadour, ça ne doit pas être le conteur, ça doit être le troubadour, et il y a deux personnages qui racontent des histoires, mais il y a celui-ci en particulier, vraiment très sombre, il n'est pas complètement humain, et il va s'opposer à la conteuse qui elle est un personnage solaire qui essaie d'aider les autres. Et dans le livre 3, Sélénie va revenir dans la ville, et là on va avoir une bataille vraiment épique vraiment à la fin du roman, qui est dur parce que il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'actions. Évidemment, il y aura des morts. C'est voilà, c'est vraiment une scène magnifique et triste en même temps. Et puis, on se rend compte aussi que si le Seigneur Sombre a réussi à s'emparer de cette cité, c'est parce que les hommes et les femmes qui l'habitaient ont petit à petit abandonné les sentiments les plus positifs, ont commencé à basculer du côté de la peur, de la méfiance, de la jalousie. Et de fait, ils ont amené ce Seigneur Sombre à eux. Alors s'ils avaient gardé des sentiments plus positifs, ils n'en seraient pas là. Donc on voit qu'en fait, le mal vient des humains. Le Seigneur Sombre, il est arrivé après lui. C'est vraiment les humains qui sont un peu responsables de ça. On nous rappelle qu'effectivement, il ne faut pas écouter tout et n'importe qui. Il faut se méfier de ce qu'on dit, de ce qui est raconté. Voilà, donc ça, pour moi, clairement, c'est une référence aussi à notre monde. Et puis, il y a ce personnage du maréchal qui est vraiment passionnant parce que, je vous dis, c'est un personnage très ambigu et on se rend compte qu'en fait, que c'est un homme. Il y a beaucoup de choses sur le maréchal, notamment dans la troisième partie du roman. C'était pas un homme mauvais, c'est pas quelqu'un de mauvais ou qui avait de mauvaises pensées, de mauvais sentiments. Juste, quand il a vu les autres, voilà, ses concitoyens et concitoyennes sombrer comme ça dans la jalousie, la méchanceté, il a été écœuré de la race humaine. Voilà, tout simplement. Et ça, je pense qu'il y a aussi ça en nous. C'est-à-dire que des fois, on est tellement écœuré de voir ce que font les autres, même si, je veux dire, personne n'est un ange. Hein, on n'est pas, voilà, on est tous des êtres humains avec nos parts d'ombre, nos croix à porter, notre passé, nos souffrances. Mais bon, c'est vrai que c'est plus ou moins marqué selon les personnes. Et voilà, et on sent chez lui ce dégoût des autres humains, en fait, de les voir plonger là-dedans. Et je pense que c'est ce qu'on ressent aussi parfois même souvent, quand on voit le comportement au quotidien de certaines personnes. Alors là, évidemment, on en fait quelque chose d'épique, de high fantasy, d'heroic fantasy. Voilà, mais c'est vrai, pour moi, encore une fois, ça renvoie bien vraiment à notre société. Et je trouverais ça vraiment très intéressant. Bon, encore une fois, évidemment, il y a pas mal de personnages, il y a pas mal d'actions. C'est pas le plus compliqué à lire, si ce n'est qu'il est quand même assez gros, mais après, vous pouvez le diviser, je vous le dis, en 3 parties, parce qu'il y a, bon, ils sont à suivre, hein, évidemment. Hein, si vous voulez savoir ce qui arrive à Sélénie, il faut lire les 3. Mais vous pouvez faire une petite pause entre chaque livre et le reprendre plus tard. Mais en tout cas, la très bonne dark fantasy qui renvoie à ce que nous sommes aussi et qui quand même apporte une touche d'espoir et de lumière. Et pour finir sur une note très gaie, je vais vous proposer 2 romans d'horreur. Alors le tout premier que je vous propose, alors peut-être que certains ne le classeraient pas dans l'horreur, mais moi je trouve qu'il y a quand même des parties très what the fuck là-dedans. C'est La harpiste des terres rouges de Relly Wallenstein. Alors là c'est un emprunt médiathèque, donc c'est chez Outre-Fleuve. C'est sorti en poche avec une superbe couverture.
magnifique. Vous avez envie d'acheter le livre juste pour la couverture. Mais achetez-le aussi pour l'histoire parce que c'est vraiment très bien. Aurélie Wallenstein, elle nous emmène dans un Far West imaginaire. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que le résumé parle d'un jeune homme, Abraham, qui apprend que son frère serait peut-être encore en vie. D'ailleurs, le livre s'ouvre avec son frère, c'est Jacob, je crois. Jacob qui, comme beaucoup d'autres humains, alors est allé, c'est sur les terres de Nakara et dans les terres rouges. Il s'est fait greffer, voilà, les hommes et les femmes peuvent se faire greffer des parties d'animaux ou d'objets, parfois même de créatures hybrides qui existent que dans les terres rouges et qui sont chassées pour qu'on puisse utiliser leurs organes. Et vous pouvez vous faire greffer, alors voilà, par exemple, vous voulez, je sais pas, vous faire greffer une partie d'un lion pour devenir fort comme un lion, sauf qu'on ne sait jamais comment ça va se passer cette greffe, quelles vont en être les conséquences. Donc vous pouvez avoir de sales surprises. Alors déjà, il y a des gens qui en meurent, qui ne supportent pas la greffe, et puis ceux avec qui ça fonctionne, ils ne savent pas trop ce que ça va donner pour finir. Et surtout, quand vient la nuit, en fait, ils perdent le contrôle sur leur greffe. Et du coup, ça peut se retourner contre eux. Alors, on va voir, on a différents personnages greffés. On va voir comment ils arrivent à lutter contre la nuit, parce qu'ils sont quand même obligés de dormir. Hein, ils ne peuvent pas faire sans dormir. Comment ils font pour essayer justement de ne pas se laisser emporter par leur greffe et perdre aussi toute humanité, voire mourir. Donc, on suit Abraham qui apprend que son frère a été fait prisonnier par cette harpiste des terres rouges, qui est une figure de légende, qui est une femme qui s'est fait greffer une harpe. Et du coup, c'est vrai que sur la couverture de chez Pocket, vous avez une femme avec une harpe à la place de la tête. Donc, si j'y pense, j'essaierai de vous la remettre, la couverture. C'est vraiment magnifique parce que c'est vraiment comme ça. Du coup, je l'imagine, moi, cette harpiste. Et c'est une figure légendaire, mais surtout très cruelle, puisqu'elle garde des hommes et des femmes prisonniers. Elle les manipule avec la musique, en fait, elle en fait ce qu'elle veut avec la musique. Elle a des créatures très sombres autour d'elle aussi. Elle va même jusqu'à, durant la nuit notamment, capturer des humains par une mélodie. Elle les oblige, ils sont obligés d'aller dans les terres rouges où elle est la maîtresse des lieux. Ils n'ont pas le choix, elle les capture comme ça, donc c'est une figure très, voilà, très inquiétante. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on en parle un petit. On l'a fait en LC sur le serveur de Jody, les livres de la crypte. C'est vrai que plusieurs ont fait remarquer, c'est vrai qu'on aurait bien aimé en savoir un petit peu plus sur cette mystérieuse harpiste, puisque donc elle détient le frère d'Abraham, qui décide donc de quitter le vieux monde. Hein, on est un peu dans cette, voilà, ce côté vieux monde qui représenterait l'Europe dans notre monde à nous, et le nouveau monde que sont les États-Unis, avec l'Ouest sauvage qui n'est pas encore totalement conquis. Et où effectivement c'est très sauvage, alors pas seulement par la nature mais aussi par le comportement des hommes. On a tous ces hommes et ces femmes qui espèrent une vie meilleure en allant là-bas, qui espèrent trouver de l'or, hein. Il y a aussi là, cette fièvre de l'or. Et puis pour certains, ce sont des criminels qui vont là-bas aussi, et des hommes et des femmes sans foi ni loi. Hein. Ça représente vraiment l'Ouest sauvage tel qu'on peut le voir représenté dans les films, dans les livres, où il n'y avait pas vraiment de loi. Voilà. Donc lui il se retrouve là-dedans, il n'est pas greffé, il refuse de se faire greffer, donc il est vu comme un simple humain. Il va rencontrer une troupe de mercenaires qui justement est payée pour aller, alors pas vraiment lutter contre la harpiste des terres rouges, mais qui est payée par plusieurs personnes qui veulent savoir ce qui est arrivé aux gens de leur famille qui ont disparu. Abraham arrive à se faire accepter quand même dans leur groupe en disant bah oui mais moi la nuit je vous surveillerai pour que vous ne soyez pas attaqués par vos propres greffes, je pourrais vous prévenir, et puis la harpiste peut-être qu'elle n'aura aucun pouvoir sur moi vu que je n'ai pas de greffe. Voilà, on va suivre toute cette troupe et ils vont partir voilà, dans l'Ouest sauvage, ils vont faire des rencontres assez étonnantes. Et il y a surtout ce système des greffes qui est horrible. On va voilà, apprendre l'histoire de chacun de ces mercenaires qui a été greffé. Il y a 3 femmes parmi eux. J'ai surtout retenu l'histoire des femmes. Ce qui leur a été fait est abominable. Même aux autres hommes qui font partie de cette troupe, mais surtout aux femmes. Une en particulier, Amy, on ne sait pas trop quelle est sa greffe, on la découvre plus tard dans le... Puis on se dit mais c'est quoi cette greffe, ça sert à quoi? Puis quand on sait à quoi ça sert,
Oui, 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 oui. C'est, voilà, donc pour moi, il y a presque un côté body horror, hein, dans ce roman avec ses greffés parce que pour certains, leur corps est changé, hein. Il y en a un, par exemple, il a une rose à la place de l'œil. Il est capable donc de manipuler les roses et les épines. Il peut même en avoir sur le corps. Il y en a un autre qui s'est fait greffer un œil d'un aigle. Donc il y a un aigle avec lui. Donc l'aigle a à la fois un œil humain et son propre œil, et l'humain a l'œil de son aigle. Et donc voilà, il y avait vraiment des choses très particulières. Il y a une des femmes qui a été greffée, alors on se rend compte, c'est pas avec quelle partie, mais d'un lion. Donc il y a un lion qui apparaît dans son ombre, mais qui prend vie. Donc évidemment, ça lui donne une force extraordinaire. Voilà, c'est vraiment, c'était intéressant, mais c'est voir aussi pourquoi ils ont été greffés, dans quelles conditions, parce que ça n'a pas toujours été volontaire, ces greffes. Et c'est assez terrible. Il y a toute une partie aussi qui se passe dans une ville un peu fantôme, mais qui pour le coup est très, très habité, trop habité d'ailleurs, où il se passe des choses horribles. Puis voilà, on va suivre aussi le cheminement d'Abraham, ce qui va lui arriver. Alors je ne vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, parce que le roman est quand même assez court, hein. Mais voilà, c'est très dur, hein. C'est très dur parce que ce que fait la harpiste des terres rouges est déjà très dur en soi. Mais en plus, il y a tout ce que font les humains, qui pour le coup font des choses complètement inhumaines. Il y a aussi cette chasse envers des animaux hybrides qui n'ont... Alors ça donne un effet incroyable avec ces animaux qui sont des mélanges d'autres animaux qui sont nés comme ça, hein. C'est pas suite à des expériences ou à des greffes. Et on les chasse aussi, mais ils n'ont rien demandé non plus. Donc il y a vraiment ce côté humain, inhumain en fait, hein, dans ce qu'ils ont de plus inhumain, de plus sordide, de plus voilà, l'humain qui veut s'accaparer toutes les richesses d'un pays, qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à se servir des autres, à vraiment à vouloir s'emparer de tout, quoi, voilà, qui n'a plus une once d'humanité. Donc on est un peu partagé effectivement. On se dit bah, peut-être que cette harpiste, elle n'est pas si mauvaise que ça. Tout compte fait, elle protège aussi ses animaux. Donc c'est vraiment, ça pose, il n'y a pas de, voilà, de tout blanc, tout gris avec Aurélie Wallenstein. Il y a vraiment mille et une nuances, et c'est ça qui est vraiment super dans ces romans. Alors, il manque peut-être une petite part pour moi d'émotion, je pense. J'aurais aimé ressentir peut-être plus d'émotion. Mais en même temps, ça a bien marché parce que j'ai quand même été vachement effrayée par certaines greffes et comment elles avaient été faites et pourquoi. Je vous dis, ce personnage féminin, je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut faire des choses pareilles à quelqu'un? Enfin, c'est horrible. Voilà, donc on est dans bah oui, de l'horreur humaine aussi, hein, pour le coup, hein, le pire vient des humains. Voilà, et puis toute la fin, on ressent aussi, bon, Aurélie Wallenstein est une autrice qui adore les chevaux, hein, on le ressent aussi dans le roman. Il y a d'ailleurs toute une partie qui est vraiment un hommage à ces chevaux dont les hommes se servaient, notamment pendant les guerres, et qui sont morts. Voilà. Moi, ça m'a fait penser au film Cheval de guerre, je ne sais pas si vous l'avez vu, où effectivement il y a un jeune homme qui parvient pas vraiment à dresser, mais à devenir voilà, le compagnon d'un cheval plutôt rétif. Malheureusement, c'est pendant la Première Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, je crois, ce cheval est emmené pour faire la guerre, et on voit ce qui est réservé à ces pauvres animaux. Enfin, c'est terrible. Ça m'a fait penser à ça, juste à un moment, juste une scène, hein, mais c'est vrai, c'est un hommage aussi bah, à ces pauvres animaux dont on s'est servi pour faire la guerre, pareil, qui n'ont rien demandé, qui sont morts sous les coups des autres humains dans des batailles sanglantes. Voilà, il y a des passages assez durs. C'est pour ça que c'est l'horreur, hein, l'horreur humaine. Alors c'est pas de la dark fantasy, mais il y a vraiment un côté vraiment très très sombre. Mais voilà, c'est à lire. La fin a quelque chose d'assez poétique. Alors c'est pas une fin bisounours, hein, vous attendez pas, voilà, tout le monde est heureux, tout va bien. Non, c'est, voilà, encore une fois, il y a plusieurs nuances de bien et de mal. En tout cas, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je pense qu'elle va me rester marquée quand même. Je l'ai lu il y a une paire de semaines et je vois que j'en retiens quand même pas mal de choses, pardon. Et je finis avec Malcolm McDowell et Lune froide sur Babylone, qui est sorti l'année dernière aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Là, il y a son nouveau qui est sorti, L'Amulette. J'ai lu en lecture commune dans le cadre du Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture. C'est pas mon préféré, j'ai préféré Les Aiguilles d'Or et Cathy.
Alors comme vous voyez, à chaque fois, la couverture est très, très travaillée et en fait, vous avez plein de références aux livres sur la couverture. C'était pareil pour Cathy, les aiguilles d'or. Encore plus, je trouve, pour Cathy, les aiguilles d'or, vous avez toute l'histoire qui apparaît sur ces couvertures qui sont vraiment très, très bien travaillées, que j'aime beaucoup. Là, par contre, ça se passe en 1980. Alors, il va y avoir une référence à Blackwater. Alors, Blackwater, je n'ai pas lu, mais la ville de Babylone dans laquelle se passe l'action se situe pas loin de Perdido. Donc, je pense qu'il est la ville dans laquelle se passe l'action de Blackwater. Voilà, alors ça commence très très fort puisqu'on suit un couple, voilà, ils ont 2 enfants. C'est la mamie qui s'occupe des enfants pendant que eux sont partis à la pêche et puis ils vont ramasser un sac. Malheureusement, ce sac contient des serpents. Il meurt. Voilà, c'est le début. Voilà, ça commence très bien avec Michael McDowell, toujours. Hein, c'est voilà, ça se finit très bien. D'ailleurs, il y a un fleuve, il meurt. Alors, je ne sais plus si c'est un fleuve ou une rivière qui s'appelle le Styx, hein, bon, le bien nommé. Voilà, et on retrouve des années plus tard, on va suivre plusieurs personnages de Babylone, notamment la grand-mère et les 2 enfants de ce couple qui est décédé. Et ben, il va arriver plusieurs drames. Je ne sais pas si c'est noté. Est-ce que c'est noté? Non, c'est pas noté. Je ne sais pas trop ce que je peux vous dire et ne pas vous dire. Voilà, donc il va arriver plusieurs drames. Alors, Malcolm McDowell, ça, à chaque fois, ça tue à tout va. Hein. Voilà, il n'hésite pas, voilà, c'est des familles entières qui y passent, et voilà, il n'hésite pas à faire mourir des tas de gens sans qu'on s'y attende vraiment. Alors là, on sait très rapidement, c'est ce qu'ont reproché plusieurs lecteurs durant cette lecture commune, c'est qu'on sait très rapidement qui est l'assassin, mais bon, moi j'ai bien aimé la suite, puisque il va y avoir vengeance. Il y a toute une scène dans un cimetière qui, je trouve, excellemment bien faite, qui serait parfaite pour une nuit d'Halloween, hein, on va pas se mentir, voilà, avec des esprits vengeurs, avec des gens qui reviennent à la vie. C'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé ces scènes, même si on sait très rapidement qui est le tueur, on se dit, non mais attends, il va y avoir vengeance là, c'est bien. Alors, mais il y a un petit côté chez Michael McDowell, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu dans la surenchère aussi, dans l'horreur. Mais je pense qu'il s'en amuse, je pense que c'est... Alors, c'est difficile à dire maintenant, puisqu'il est décédé, je crois, au début des années 90. Voilà, donc c'est un peu compliqué de savoir quel était son propos, parce que des fois, il a des réflexions. Mais c'est pas possible. Je pense que c'est de l'humour noir, hein, on va pas se mentir. Il y avait ça aussi dans Cathy, dans Les Aiguilles d'Or. Hein, c'est-à-dire qu'on dégomme à tout va. C'est vengeance plus, plus, plus. Les personnages plus innocents, ils en prennent plein la tambouille. Et en même temps, il y a ce côté second degré assez sarcastique quand même. Il y a des réflexions, moi, qui m'ont fait sourire. Notamment, il y a un enterrement et il y a les pom-pom girls qui sont là pour l'enterrement. Alors, pour assister à voilà, l'enterrement, elles ont revêtu leur tenue de pom-pom girl et elles se disent, ah, bah, heureusement que nos tenues, elles sont noires, hein, parce que leurs tenues de pom-pom girl auparavant sont noires. La réflexion. On est quand même pendant un enterrement suite à quand même un meurtre assez atroce. Mais je pense qu'il le fait exprès. Franchement, je pense qu'il le fait exprès. Il y a une réflexion aussi à un moment là. J'espère que c'est fait exprès, parce que sinon, je sais que le livre a été écrit, je crois, en 1980. Mais j'espère que cette réflexion était faite exprès aussi, parce qu'il y a un personnage qui dit à un autre, ah, ça me désole de voir un adulte comme toi passer son temps dans la piscine au lieu de chercher du travail. Elle dit, je serai ton grand-père, je t'enverrai au Texas, où on te fournirait un fusil tiré dans une casemate, et de là tu pourrais tirer sur... tu aurais vu sur le Rio Grande et tu pourrais tirer sur ces Mexicains qui essaient de traverser la frontière. Je dis non mais c'est pas possible d'avoir des réflexions comme ça. Je pense que c'est fait exprès pour nous faire réagir. Franchement, je ne pense pas que c'est voilà, du racisme de la part de Michael McDowell. Je pense que c'est mis là exprès pour nous faire réagir, pour nous faire dire mais c'est horrible de dire ça. Voilà, pourtant le livre date de 80, hein, mais pour voilà, nous faire dire mais attends, c'est des êtres humains quand même, on peut leur tirer dessus comme ça. Ouais, je pense que c'est fait exprès. Bon, après, maintenant, ça va être difficile de lui poser la question dans la mesure où il est décédé. Mais je pense vraiment que c'est fait exprès. Michael McDowell, il a quand même participé au scénario de Beetlejuice 1. Bon, c'est quand même pas piqué des verres, Beetlejuice. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est fait exprès. Mais alors, moi, j'étais là, c'est
quoi cette réflexion. Mais je pense que c'est fait exprès pour moi. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vous comment vous l'avez ressenti cette réflexion. Voilà, il y a plusieurs moments comme ça. Je me suis dit, bah, non, attends, là, tu le fais exprès, quoi, pour nous faire réagir et pour mettre une touche d'humour noir, quoi. Alors, ça passe ou ça passe pas, évidemment. Mais voilà, donc il y a vraiment encore une histoire, effectivement, c'est très sombre. Alors, on est quand même dans une ville qui s'appelle Babylone, qui est traversée par le Styx, donc c'est pour vous donner l'ambiance. Voilà, on est dans une histoire de vraiment, encore une fois, de salopards, hein. Les méchants sont vraiment des salauds finis, qu'on n'a qu'une envie, c'est voir se balancer au bout d'une corde ou d'avoir, voilà, que les gens se vengent parce qu'ils le méritent. Un peu comme dans Cathy, comme dans les Aiguilles d'Or aussi, hein. On a vraiment des personnages qu'on déteste. Il y a un petit côté assez manichéen, c'est-à-dire des personnages qu'on adore, qui sont vraiment, qui n'ont l'air que bonté. Peut-être un peu moins dans celui-ci, mais il y en a toujours quand même voilà, ces personnages qu'on déteste, qui sont vraiment vraiment des salopards finis, quoi. Et on attend le retour de Manivelle, justement, vis-à-vis de ces personnages. Je trouve que c'est excellemment bien fait. Donc moi, c'est vrai que ça n'a pas été mon préféré des 3 que j'ai lus de Malcolm McDowell. C'est resté quand même une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ces histoires d'apparition, cette scène dans le cimetière. Voilà, alors les crimes sont assez affreux, c'est triste. C'est franchement, oui, c'est triste, voilà, c'est dur quand même, mais en même temps, la vengeance n'en est que meilleure, je dirais. Et pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi, cet aspect-là. Mais encore une fois, je vous dis, moi, mon préféré. Mais après, voilà, il divise quand même pas mal Malcolm McDowell sur le roman qu'on a préféré, mais pas sur son écriture, mais sur ce qu'on a préféré dans ce qu'il a lu, dans ce qu'il a écrit, pardon. Voilà, donc ben, moi je vais en finir ici sur une vidéo. Je voulais faire une vidéo plus courte, elle va encore durer 1 heure. Voilà, mais j'espère que ça vous aura donné peut-être des idées de lecture. Voilà, on est encore quand même en automne. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire sur The Witcher. Je me pose vraiment la question sur la relation entre Yennefer et Geralt de Rive, comment c'est traité dans la série. S'il y en a qui n'ont pas vu la série, peut-être mettez spoiler pour que les gens qui ne veulent pas lire ces commentaires ne les voient pas. Mais je serais très curieuse d'avoir votre retour sur la série si vous l'avez vue. Sur Lune froide sur Babylone aussi, qui est sorti l'année dernière, vous avez peut-être déjà des retours à me faire aussi. Voilà, sur la harpiste des terres rouges. Enfin, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur les livres, peut-être au niveau des trigger warnings. Il n'y a pas de souci, les commentaires sont faits pour ça. Encore merci, encore une fois, de votre confiance, d'être là tout le temps. Voilà, vous pouvez laisser un petit emoji, une feuille d'automne si vous voulez, puisqu'on est toujours dans la période de l'automne pour le moment. Voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos boosts. Enfin, vraiment, ça fait vraiment très très plaisir. Et puis, je vais vous laisser là plutôt que de vous refaire encore une pavasse qui va durer pendant 3 heures. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!